Bonjour, bon, on va commencer, il est 2h30. Je vous remercie tous d'être là pour le deuxième jour de la Semaine du cerveau. Et aujourd'hui, nous avons le docteur Marie-Nathalie Geoffrey, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication. Et elle travaille à l'Université Côte d'Azur. Et là aussi, elle est hypnothérapeute en même temps. C'est bon comme ça, hein? Parfait, merci Léonora. Voilà, hypnothérapeute certifiée. Et je vous laisse donc avec elle. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, vous êtes peut-être venus parce que le cerveau vous intéresse grâce à l'agréable semaine que Léonora Abreu vous concocte chaque année, mais aussi peut-être parce que l'hypnose vous questionne. Alors vous la connaissez peut-être, je vois qu'il y a du personnel médical dans l'assistance, vous connaissez peut-être certains points de l'hypnose, ou alors vous avez lu des romans où on parle d'hypnose, ou vu des films. En tout cas, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est ensemble de découvrir l'hypnose, les petites bases de l'hypnose, d'explorer également le cerveau, les connexions donc hypnotiques et les réactions sur notre cerveau. Et puis, je vais vous présenter 2-3 expériences scientifiques majeures qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps, en 97 et dans l'an 2000. Et puis, en conclusion, appréhender les applications futures dans différents domaines. Alors, pour ceux qui le connaissent, le cerveau a cette forme, mais je préfère le visualiser ici parce que d'autres personnes, peut-être dans la salle, n'ont pas vos connaissances de la forme, en tout cas ne connaissent pas la forme du cerveau. Voilà à quoi ressemble un cerveau, et j'en parlerai au fur et à mesure, je vous montrerai des petites images, des petites photos prises sur Internet, tout simplement. Donc l'hypnose, qu'est-ce que c'est ? On définit toujours l'hypnose comme un état de conscience modifié. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un état hypnotique, vous ne dormez pas. Mais vous n'êtes pas non plus alerte sur tous les points de vue. Vous êtes dans une sorte de relaxation. Certaines personnes décrivent une relaxation. Et puis, vous pouvez comparer ça quand vous regardez la télévision, par exemple, un film qui vous attire, qui retient votre attention, et vous entendez les bruits derrière vous. Mais vous n'allez peut-être pas réagir tout de suite, sauf si c'est un bruit peut-être très particulier. Et parce que vous êtes concentré, vous êtes focalisé, vous avez votre attention sur ce film. Donc l'état hypnotique, c'est un petit peu comme ça. On modifie l'état de conscience. Donc il faut, je vous le disais, donc 3 choses. Une attention très focalisée. C'est pour ça que dans le cabinet d'hypnose, par exemple, on va avoir du calme ou du bruit, mais on va, avec la parole, avec la voix, avec un ton de voix légèrement différent, plus doux sans doute, amener la personne à se concentrer sur vos mots, sur vos dires, pour essayer de faire agir le cerveau de manière différente. Et puis on va aussi provoquer une imagination. On va projeter la personne dans un univers qu'elle apprécie ou qu'elle va elle-même choisir, dans lequel elle va elle-même choisir de se diriger, pour faire appel à l'imagination, à la création, peut-être à des souvenirs induits, faire jouer l'inconscient et le subconscient et bien évidemment le conscient. Et on va faire la réduction du bavardage mental. C'est-à-dire que peut-être là, en ce moment, vous êtes en train de bavarder avec vous-même en vous disant « Tiens, ça c'est intéressant, tiens, ça il faut que je le note » ou « Ouh là là, et à 4 heures, il va falloir que j'aille chercher les enfants ». C'est ce qu'on appelle le bavardage mental et je vais vous le préciser. Je vous propose de noter ou de mémoriser toutes les questions que vous aurez à poser tout au long de cette conférence et puis après on organisera un grand débat. Alors, comment est-ce qu'on a tenté d'analyser l'hypnose? Parce que de l'hypnose, merci beaucoup, c'est gentil, de l'hypnose c'est très agréable, mais certaines personnes vont vous dire mais l'hypnose ça ne fonctionne pas, je ne veux pas, je refuse, de toute façon ça ne fonctionnera pas sur moi, ou d'autres personnes vont dire oui, moi je crois en l'hypnose. Donc moi je suis une scientifique et je comprends certaines cultures, certains pays qui refusent complètement parce qu'il n'y a pas eu de recherche scientifique probante. Et dans d'autres pays, pas si lointains, la Suisse par exemple, si vous allez à l'hôpital de Genève, vous allez voir qu'il y a un gros département hypnose. Vous allez voir aussi des infirmières et des médecins aussi qui ont le petit la petite étiquette hypnose pour montrer qu'ils ont été formés à l'hypnose. Donc vous voyez que en Suisse, à Genève en tout cas, l'hypnose est prise en compte. Dans certains pays aussi, elle est remboursée. Dans d'autres pays, comme en France, certaines mutuelles la prennent en compte dans les médecines douces. On le verra tout à l'heure. Donc moi, je suis une scientifique. Et en tant que scientifique, je me suis dit, est-ce que ça fonctionne vraiment sur le cerveau
sur le cognitif. Donc il y a ce qu'on appelle des IRM, vous avez entendu parler d'IRM, peut-être que votre famille en a passé ou vous-même, et ça sert donc à visualiser l'activité des zones cérébrales. Et lorsqu'on est en hypnose, on s'aperçoit que certaines parties du cerveau s'activent alors que d'autres s'éteignent, se réduisent. Donc c'est à peu près dans les années 2000 qu'on a commencé à faire ces études-là. Donc finalement, 2000, qu'est-ce que c'est ? C'est très récent. 26 ans, vous allez me dire c'est beaucoup, mais en fait, dans la médecine, c'est quand même assez récent. Donc on a étudié l'activité du réseau du mode par défaut. Alors le mode par défaut, vous savez, pour reprendre l'exemple de la télévision, si vous n'avez pas de chaîne, ça va peut-être se déclencher automatiquement, ou vous savez, un four électrique qui va se déclencher automatiquement, c'est le mode par défaut. Votre cerveau, quand il est reposé, il est en mode par défaut. Et donc on a regardé, on part sur un cerveau comme ça, d'humain bien entendu, hein, qui est au mode par défaut, et on regarde en lui faisant vivre une situation hypnotique, si cela fonctionne, si cela change les choses. Et effectivement, il y a des zones du cerveau qui changent. Donc on mesure à ce moment-là l'augmentation de la connexion entre l'imagination et l'attention. Ça se développe vraiment de manière très importante. Et on voit qu'il y a une diminution du contrôle critique. C'est pour ça qu'on le voit dans certains romans, comme je vous le disais tout à l'heure au film, il y a des personnes qui ont l'impression de se faire manipuler. Je sais, moi, j'avais une personne dans mon cabinet et elle voulait vivre une séance d'hypnose, tout simplement par curiosité. Et comme elle faisait de la méditation, ça a très vite fonctionné avec elle, parce que ça fonctionne un petit peu mieux avec les personnes qui savent se laisser aller, disons, sans contrainte. Elle avait confiance et elle a réussi à lever son bras. Mais elle m'a dit, après la séance, « Mais vous m'avez fait lever le bras ». J'ai dit « Non, c'est pas moi, c'est vous qui avez levé le bras ». Mais parce qu'on a induit cette possibilité et parce qu'elle était prête aussi elle-même à accepter qu'on lève son bras. Et elle s'en est rendue compte, bien évidemment. Elle était toute heureuse d'avoir vécu cette situation. Donc, il y a ce cerveau, et comme on est sur la semaine du cerveau, on va porter un petit peu un appui plus particulier. Les régions sont connectées, elles fonctionnent toutes ensemble. Alors, dans le cerveau, d'abord, vous avez le cortex préfrontal, et on va les voir une par une, qui fonctionnent, un peu plus, qui agit de manière différente en situation hypnotique. Il y a le cortex singulaire postérieur, le précuneus, les lobes temporaux et l'hippocampe. Alors, que sont-ils ? Tout d'abord, l'hypnose. Donc, le cortex préfrontal, c'est facile de se mémoriser. Vous avez le front, près du front. Vous avez, c'est la matière verte ici, la couleur verte que vous voyez. C'est celui qui dirige en général la réflexion sur vous. Quand vous posez la question, mais qui suis-je ? Vous savez, les bébés ne se posent pas la question de qui ils sont. Mais quand on grandit, et à l'adolescence particulièrement, il y a toujours cette question qui peut revenir sous une forme ou une autre différente, mais par le qui suis-je. Donc, quand on est en hypnose, on diminue cette activité qui correspond à ce cortex préfrontal, c'est-à-dire qu'on va moins se poser la question sur soi-même. On va moins se poser la question sur la conscience de qui on est, ce qu'on fait. On va moins se poser la question de penser à ses émotions. Vous pensez, par exemple, vous avez pris une décision et vous dites « Mais pourquoi j'ai pris cette décision ? J'étais en colère, je n'aurais pas dû. » Tout ça, c'est une activité cérébrale. En hypnose, on se détache. C'est comme si on reculait par rapport à la situation présente, actuelle. On prend de la distance, si vous voulez. Et on prend aussi de la distance par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'une personne qui est en situation de pré-dépression, on ne parle pas de médical, on ne parle pas de dépression, mais de pré-dépression, va peut-être se dire « Oui, mais les autres, ils portent un regard sur moi ». Avec l'hypnose, on va dire « Recule, ne considère point le regard sur les autres, occupe-toi de toi, à savoir pourquoi, avoir un contexte, avant de penser justement à toutes ces problématiques de qui suis-je ». Je vous ai dit ensuite, c'était le cortex singulaire postérieur. Il est là aussi. Donc là, c'est le cortex qui travaille avec qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je me rappelle. Vous allez aussi avoir affaire avec la mémoire autobiographique. Quand j'étais enfant, je suis allée dans ce terrain, j'ai vu cette maison, je me rappelle cette odeur, ce souvenir. Et tout ça aussi, on prend une autre dimension, on recule sur ces états-là. Et en fait, vous l'avez peut-être vu tous, vécu déjà, c'est l'état de rêverie.
vous vagabondez, vous dites « oh ben, je suis dans la lune », vous rêvez à quelque chose d'autre. Ça vous est arrivé, n'est-ce pas? Hein? Une fois ou deux, j'espère. Donc, l'hypnose, c'est je vis l'expérience, aujourd'hui, maintenant, par exemple, en cabinet, assis ou allongé, au lieu de je pense à moi et qui je suis, ce que je fais, ce que je vois, ce que je vis. C'est pour ça, par exemple, vous avez l'hypnose de spectacle, ce qu'on appelle aussi la speed hypnose, où quand j'ai rigidifié une personne sur scène qui a tenu entre deux chaises de manière verticale et qu'une autre personne est venue s'asseoir sur elle, cette personne qui était allongée ne se posait pas la question de qui elle était, ce qu'elle faisait. Non, elle jouait le jeu. En fait, l'hypnose, c'est un état aussi où on accepte de jouer le jeu. C'est un accord entre l'hypnothérapeute ou hypnologue et un accord avec la personne qui a envie de se faire hypnotiser. Mais si la personne ne le veut pas de problème, il ne se passera rien. La personne ne pourra pas être rigidifiée entre deux chaises. Ça, je vous le garantis. Voilà, donc ensuite, je vous disais, c'était le précuneus, la mémoire et l'imagination. Donc, vous avez souvent des pensées internes qui sont spontanées. Vous avez aussi la rumination mentale. Vous savez, quand vous avez un petit souci, vous y pensez, et vous y pensez encore, et vous y repensez encore. On le voit souvent, ça, chez les personnes âgées, parce qu'elles ont moins de focalisation externe, ou une personne très âgée, on va dire. Elles ont moins de focalisation externe, elles n'arrivent peut-être pas à avoir des attentions qui sont dirigées. Donc, en fait, le précuneus, il fonctionne de manière différente. Ils se focalisent sur un point, ils vont ruminer les petites choses, les petits soucis. Et puis, vous avez aussi la diminution du sentiment d'autocontrôle. Vous avez l'impression qu'on ne peut pas se contrôler. C'est pour ça que certaines personnes vont dire « Non, l'hypnose, je n'en veux pas, je ne veux pas qu'on me contrôle. Moi, je me contrôle très, très bien. » Et j'en parlais justement avec Karen, elle est là-haut. Merci pour la salle. Quand il y a des personnes qui sont hyper créatives, qui ont beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, il est vrai que c'est plus difficile de rentrer en hypnose parce qu'elles ont sans arrêt un autocontrôle sur elles-mêmes, sur leur façon d'agir, sur leur façon de faire. Mais ce sont des personnalités et c'est très bien comme ça. Donc la réduction par le précuneus de cet état hypnotique, ça permet une nouvelle immersion mentale, ça permet de vous projeter dans un autre environnement. Par exemple, je vais demander si vous aimez plutôt la mer ou la montagne. Si vous préférez la montagne, eh bien on va imaginer des arbres, on va imaginer un sommet enneigé, et si vous détestez le froid, certainement pas. On va peut-être vous projeter dans un désert ou projeter au bord de la mer. Donc ce sont vraiment, et cette immersion, comme vous ne pensez plus, le précuneus ralentit son activité, et puis vous pouvez rentrer dans les suggestions hypnotiques. Parce que tout est une affaire de suggestion. Il faut que l'hypnologue, hypnothérapeute, vous suggère des endroits où aller. Et il y a une recommandation absolue, il faut que ça vous fasse plaisir. Si un jour vous travaillez avec un hypnologue ou un hypnothérapeute, moi c'est écrit dans un petit cadre, ça doit être bon pour vous. Pas pour la personne qui vous suit, pour vous, uniquement pour vous. Parce que le précuneus aussi, c'est le sentiment de la mémoire aussi, de l'imagination. Et imaginer quelque chose qui vous fait plaisir, c'est essentiel. On ne va pas vous demander d'imaginer un cauchemar. On est d'accord. Enfin, à part dans certains cas peut-être. Mais... Et puis, vous avez les lobes temporaux. Donc, c'est la mémoire autobiographique. On en parlait tout à l'heure. Il y a parfois différents lobes, donc différentes parties aussi du cerveau qui pratiquent cela. Et puis, vous avez aussi l'imaginerie mentale. C'est-à-dire que si vous êtes capable de reconnaître quelqu'un dans la rue, vous la reconnaissez. Pourquoi? Parce que votre cerveau a mémorisé son visage. Votre cerveau a mémorisé la teinte de ses cheveux, ses lunettes, son pull, enfin, sa démarche. Vous savez qu'il y a quelques personnes qui sont atteintes de prosopagnosie, c'est un handicap non visible, j'en suis atteinte, je ne reconnais pas les visages. C'est terrible pour moi. Pourquoi? Parce que mes lobes temporaux, je suis née en avance, peut-être que c'est une raison, peut-être pas, 2 mois trop tôt, disons. Donc, mon cerveau n'a pas été particulièrement bien fini, c'est comme ça que je l'explique. Mais voilà, je ne reconnais pas les visages. C'est-à-dire que si je vous vois demain, je vous verrai peut-être avec... très agréablement, je vous rencontre, mais demain, dans la rue, je ne pourrai pas vous reconnaître. Par contre, je vais vous reconnaître à la voix, à la démarche, à une allure, un mot, voilà. Donc c'est très important aussi parce que
En hypnose, si vous demandez à une personne de visualiser un visage qu'elle a apprécié, ça peut être un grand-parent qui est décédé, ça peut être un enfant qui n'a pas eu la vie qu'il aurait dû avoir. Voilà, ça c'est très important de savoir si la personne avant peut visualiser un visage ou pas, si les lobes temporaux fonctionnent parfaitement ou un peu moins. C'est la mémoire autobiographique, je vous le disais aussi, comme dans l'autre. Et c'est l'expérience subjective des suggestions. Si je vous suggère que vous avez peut-être soif, que vous voulez peut-être boire un verre d'eau, certaines personnes, automatiquement, voilà, vont prendre la bouteille et boire un petit peu. C'est une suggestion. Donc c'est ce que fait l'hypnose. On va suggérer, sans jamais ordonner et sans jamais obliger. Ça, c'est très important. Donc tout ça, on a vu qu'avec l'hypnose, ça fonctionnait très bien. Ça va jusque-là ? Et l'hippocampe, vous voyez, c'est une des dernières parties du cerveau qui a été analysée en situation hypnotique. Donc c'est l'association des émotions et des souvenirs. Et je suis persuadée que dans l'audience, vous avez un souvenir qui est bon. Et peut-être vous associez une odeur, un parfum, une image. On parle beaucoup des madeleines de Proust, par exemple, l'enfance. Ou vous, c'est peut-être le chocolat chaud quand il pleut, l'hiver, et que vous êtes assis sur votre canapé. Chacun a son monde et a ses références. Et ça, il faut le respecter aussi, parce que d'autres personnes ne seront absolument pas sensibles à cette situation, mais là, oui. Et c'est l'orientation dans l'espace des souvenirs, donc c'est la mémoire à long terme, et c'est la mémoire aussi autobiographique. Et vous savez que dans notre cerveau, les souvenirs que vous créez ne sont corrects qu'à 15%, plus le temps passe. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une fratrie, des sœurs et des frères, qui ont vécu le même moment. Ce même moment va être mémorisé de manière complètement différente. Tout d'abord, par rapport aux angles de cette histoire, parce qu'on n'a pas la même vision, on peut être à côté, on n'a pas le même ressenti émotionnel, on n'a pas la même implication. Donc tout ça fait que l'hippocampe réagit différemment aux souvenirs. C'est pour ça que si on vous demande dans un tribunal, par exemple, de témoigner par rapport à un accident qui a eu lieu il y a 5 ans, si vous ne l'avez raconté à personne, vous ne le saurez pas. Vous pourrez inventer peut-être quelque chose, créer. Votre cerveau va essayer de créer des solutions. Votre cerveau va essayer de répondre à la question. Et vous allez répondre. Mais peut-être ce ne sera pas vraiment l'angle que défend une autre personne. Donc ça, il faut le savoir aussi. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais introduire de faux souvenirs. Mais il y a des parents qui, parfois, font semblant, disons, d'avoir vécu des moments très heureux avec un enfant en lui disant « Oh, tu te rappelles quand on allait tous les dimanches, je ne sais pas, jouer à ce jeu ?» alors que l'enfant n'a jamais joué à ce jeu et aucun dimanche. Ils introduisent des faux souvenirs dans la mémoire de l'enfant et c'est au niveau de l'hippocampe que ça se le passe pour imaginer. Mais après, l'enfant comprendra qu'il y a quelque chose en décalage quand même. Mais voilà. Donc c'est l'hippocampe. Et il a la forme de ce charmant petit animal sous-marin. Donc voilà, le cerveau sous hypnose, vous avez compris, ça modifie la manière dont le cerveau construit la perception. Vous allez percevoir quelque chose et votre cerveau va le percevoir de manière différente. Parce qu'il faut se focaliser sur un objet, une chose. Et par exemple, si je vous dis de penser à un objet, une petite bulle bleue par exemple, vous allez la voir peut-être bleu clair, bleu foncé, mais cette petite bulle que vous voyez et que vous pouvez tenir dans la paume de la main et qui va vous porter bonheur, peut-être parce que vous allez le mettre dans la poche ou dans la poche ici où vous voulez, votre vision va voir cette petite bulle bleue. Vous commencez à la voir, la petite bulle bleue ? Vous la voyez pas ici ? Pour imaginer, certaines personnes vont essayer de la voir ou la distinguer ou la penser. Parce que le cerveau, lui, va construire cette représentation de petites bulles bleues. Mais encore une fois, tout dépend de la manière dont vous voulez jouer le jeu. Alors, il y a eu différentes expériences. La première a été menée par un professeur qui s'appelle Rainville. Et il a simulé une douleur, c'est-à-dire qu'il a mis de l'eau chaude, toujours à la même température, sur une main d'un volontaire.
Et cette personne devait dire si elle avait mal ou pas mal, si elle ressentait une douleur ou pas, ou à quel degré était la douleur. Et c'était toujours la même température. Et cette personne a été mise sous hypnose. Le sujet a été mis sous hypnose et on a calculé, on a réalisé que cette personne sous hypnose ressentait moins fortement la douleur. Et après, il y a eu d'autres expériences qui ont été menées comme ça par rapport à la douleur. Et donc, on s'est dit, effectivement, que l'hypnose pouvait être utilisée en soins analgésiques hypnotiques, et c'est peut-être ce que vous faites ici, je ne sais pas si j'avais vu, ici. Mais en tout cas, dans certains hôpitaux, c'est le cas. Pour des petites interventions dentaires, je sais que j'ai une personne qui me demande toujours, même 24 heures avant sa séance dentaire, parce qu'elle a très très peur, d'avoir une petite séance d'hypnose. Elle me dit c'est fantastique, elle revit. Mais tout ça, c'est au niveau du cerveau que ça se passe, hein, c'est pas de la magie, tout simplement. Donc parce que c'est le cortex singulaire, c'est la conscience interne qui a été modifiée. Donc on reconnaît aujourd'hui, officiellement, scientifiquement, que l'hypnose peut servir, dans certains cas, à diminuer la sensation de douleur. Je ne dis pas que ça diminue la douleur, ça diminue la perception de la douleur, ça diminue la sensation de la douleur. Et dans certains cas. La deuxième expérience a été menée par Oakley et Halligan. Et donc là, voilà, on a proposé à la personne de lever le bras. Voilà, lever le bras. Puis après, on l'a mise sous hypnose. Et on demande à ses participants, ses sujets, également de lever le bras sous hypnose. Et là encore, on s'est aperçu que le cerveau donc se modifiait parce que on a vu que le cerveau produisait des changements cérébraux assez importants. Donc encore une fois, c'était mesurable en termes d'échelle, et c'était non seulement un effet psychologique, mais également un effet physique hein, sur le cerveau. Et puis la troisième expérience scientifique, on a mesuré le taux d'hypnotisabilité. J'arrive jamais à dire ce mot. Et on s'est aperçu, donc, tout d'abord, les expériences ont été menées aux États-Unis. On a pris un certain nombre de sujets. Et il y en avait qui étaient très hautement hypnotisables, c'est-à-dire que dans la salle, on pourrait imaginer qu'il y a 10 ou 15%, vous partez, c'est tout de suite, vous vous laissez aller, vous avez cette possibilité de vous détacher du présent, de vos pensées. Et en général, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui souvent font de la méditation, qui sont capables comme ça de laisser aller leur esprit. Et puis, 70-80%, c'est moyen, donc cela dépend, il faut 3 séances peut-être pour arriver à parvenir à se relâcher complètement son inconscient et son conscient. Et puis 10-15%, c'est la faible réceptivité, c'est vraiment la personne qui n'a peut-être pas eu un confort de vie très agréable dès l'enfance, qui a appris à penser très très vite, à critiquer, à se protéger, ou alors qui est pleine d'énergie, dont l'esprit bouillonne. Donc quand on a un esprit qui bouillonne, on a beaucoup plus de difficultés à ralentir et à poser toute cette énergie, toutes ces vibrations. Voilà, donc on pourra faire peut-être un petit test, hein, si on a le temps, dans la salle, pour voir après. Et puis, il y a l'expérience et l'effet de Stroop. Vous en avez peut-être entendu parler. Mais je voudrais un volontaire. Est-ce qu'on peut avoir un volontaire ? Hop là. Qui serait volontaire ? Ah, tu veux donner le... Il y a plein de volontaires. On en a plein. Oui, et il y a une deuxième volontaire aussi. Super. Oui, mais il y en a deux. Vous deux volontaires, c'est très bien. Il y a 2 micros. Voilà, vous prenez le micro, je vais vous poser la petite question. Et puis vous pouvez tous faire le test, hein, simplement. Et puis voilà le deuxième micro si vous voulez. Mais l'une après l'autre alors. Vous voulez monter sur scène ? Ça va très bien. Ça va très bien ? Est-ce que vous voyez l'écran ? Vous voyez l'écran ? Alors, je vais vous demander de lire non pas le mot, mais de lire la couleur du mot. Ah, la couleur du mot. Allez-y. Allez-y. Vert, bleu, rouge, bleu, vert, rouge. C'est dur, hein ? Mais je suis sûre que dans la salle, c'est pareil. Ah ouais. Et vert et... Ouais. J'ai compris. Vous voyez ? Vous avez compris l'exercice ? On essaye ? Ah mais non. Prenez une autre ligne. Prenez la dernière ligne, si vous voulez. Rouge, non, il marche pas la même. Ah, ouais. Hop. C'est bon ? Hop.
rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, vert. L'exercice, vous le connaissez déjà? Oui. Ah, voilà. Mais voilà, comme quoi c'est un entraînement. Merci beaucoup. On peut les applaudir. C'est vrai aussi. Elle est passée en deuxième, donc elle savait un petit peu déjà. C'est vrai. Mais bon, vous voyez qu'il y a un conflit cognitif, d'accord? Cet exercice, cet effet de Stroop, il montre que vous lisez quelque chose, donc votre cerveau lit quelque chose, mais il faut donner la solution de cette même chose, mais sous un autre axe, comme un Rubik's Cube en fait. Et l'hypnose, c'est à peu près pareil. On vous dit, soyez relaxés, ne pensez à rien, faites-moi confiance, mais on peut vous demander de lever un bras alors que vous n'avez pas envie de lever le bras. Donc il y a quand même ce conflit cognitif. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont plus résistantes à l'hypnose. Parce qu'elles disent, ce conflit-là, il n'est pas logique. Leur cerveau se met en alerte en disant, attention, qu'est-ce qu'on va me faire vivre? Comme un petit peu avec cette lecture-là. Attention, qu'est-ce que je dois dire? Je dois réfléchir. Voilà, il y a un autre type de fonctionnement. Alors voilà, donc l'hypnose, vous l'avez compris, ce sont des facteurs qui sont liés à la réceptivité. Il faut être réceptive, il faut vouloir jouer le jeu, comme je le disais. Et c'est aussi possible, c'est plus facile pour des personnes qui ont cette capacité d'imagination cérébrale. La personne qui imagine beaucoup, qui se projette, qui peut rêver facilement et qui aime ça. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas rêver, il y a des personnes qui ont besoin de structure, de terrain, qui disent « ça ne sert à rien de rêver ». Mais les personnes qui savent rêver et qui veulent rêver, qui aiment rêver, seront plus sensibles à l'hypnose. Il y a aussi les personnes qui savent se concentrer. Se concentrer, c'est de plus en plus dur. Et vous avez la chance d'être parmi les dernières générations à pouvoir vous concentrer. Ça, il faut être clair. Parce qu'aujourd'hui, les enfants qui naissent et devant lesquels on met des tablettes numériques ou des téléphones portables, alors qu'ils n'ont pas 1 an, 2 ans, 3 ans, n'arrivent plus à se concentrer. Ils ont des concentrations extrêmement rapides de quelques secondes, de quelques minutes. On le voit sur TikTok. Après, on zappe. Donc, la concentration est quelque chose de très difficile. Et si ça ne s'apprend pas tout petit, c'est encore plus difficile de l'acquérir. Donc, malheureusement, les enfants auront moins de possibilités de rêver, de s'évader, parce qu'on leur soumet des images, en fait. Et l'absorption mentale, c'est-à-dire se plonger dans une expérience. Est-ce que vous êtes d'accord d'absorber ce nouvel univers qu'un hypnologue ou hypnothérapeute va vous proposer pour plonger dans un autre univers, ce qui va permettre de vous relaxer ou de découvrir peut-être, d'ouvrir des portes vers votre inconscient et votre subconscient. Et puis, chez certains, donc, au niveau du cerveau, donc il y a les réseaux cérébro-attentionnels, ce qu'on a vu. Et en général, on a compris, parce que ça s'étudie donc depuis à peu près une trentaine d'années, mais avant aussi on l'étudiait, que la capacité de rentrer en hypnose est plus ou moins égale le long de toute la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui est facilement malléable au niveau de son cerveau pour entrer en hypnose le sera peut-être à la fin de sa vie, tandis que quelqu'un qui est un peu réfractaire, il y aura toujours ce moment d'attente ou de confiance extrême qu'il faut avoir avant de rentrer en hypnose. Parce que ça fait partie de la personnalité aussi. Donc, en application médicale, on est dans un centre ici où le médical est important. On va traiter beaucoup le stress. On va traiter l'anxiété. Je traite aussi les phobies. Mais par exemple, je déconseillerais de vous faire traiter pour de l'alcoolisme. Pourquoi ? Parce que l'alcoolisme, c'est une maladie. Et ça demande des paramètres médicaux beaucoup plus important et différent qu'une simple séance d'hypnose. Si on vous dit, vous arrêtez l'alcool en 3 séances d'hypnose, fuyez. Vraiment, fuyez, c'est dangereux même. Donc on le sait. Par contre, pour les phobies, on peut essayer et on va voir vous si vous êtes réceptif ou pas. La gestion de la douleur, donc je vous le disais, certains hôpitaux le font déjà, avec soit des petits enregistrements, mais il y a toujours une présence à côté de vous. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en hypnose, il faut savoir que vous pouvez sortir de l'hypnose d'une minute à l'autre. Donc il faut toujours qu'il y ait une personne à côté de vous. Vous allez avoir aussi, maintenant, j'ai des amis qui créent des plateformes digitales pour écouter, synoptiser le soir, pour mieux s'endormir. Alors pourquoi pas, si ça vous fait du bien.
Mais il ne faut pas que ces messages qui vous sont envoyés soient reliés avec votre passé, l'enfance ou des problèmes à venir, des problèmes qui pourraient surgir, merci, des problèmes qui pourraient surgir en dehors de toute présence d'un hypnologue ou d'un hypnothérapeute, ou voire d'un médecin. Parce que vous ne pourriez pas décompenser, en fait. Donc ça peut être assez difficile, et ça peut être aussi une forme d'addiction que vous allez avoir pour vous endormir. Alors que c'est bien, c'est beau, c'est calme, c'est tendre. Mais il faut faire attention à ça, parce que ça peut donc provoquer des addictions, et puis des pensées que vous n'aimeriez pas avoir, qui vont être redondantes, qui vont revenir, et que vous ne saurez pas comment traiter. Donc de plus en plus, il y a la société qui prend en compte l'hypnose. Donc avant, vous avez les ostéopathes, vous savez, c'était très mal vu, il y avait le kiné. Maintenant, l'ostéopathie commence à faire partie de la vie médicale de nombreuses personnes. Mais c'est la même chose pour l'hypnose. Vous avez des plateformes comme Medoucine, c'est une bonne plateforme. Elle est sérieuse, elle vérifie les certifications des médecins, et certaines mutuelles remboursent donc des séances d'hypnose 3, 4 par an, voire plus. Tout dépend le taux de votre mutuelle. Pourquoi ? Parce que ces assurances, ces mutuelles, se sont aperçues qu'en fait, il y avait des résultats. Et des résultats probants qui évitaient, par exemple, d'aller vers un burn-out ou qui évitaient d'aller vers un accident ou autre chose. Et puis, il y a l'hypnose managériale. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est introduire l'hypnose dans le mode de fonctionnement des entreprises. Mais attention, il faut beaucoup d'éthique. Il faut vraiment que ça soit très, très éthique. C'est-à-dire que ça peut être pour provoquer ou produire un bien-être au sein de l'équipe en disant tout va bien, vous allez vous arranger, et pallier à certains dysfonctionnements légers internes. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi la communication interne, si vous voulez, mais par une autre technique. Donc ça commence à arriver. Pour se focaliser sur un objectif, tout le monde dans l'entreprise a le même objectif, et tout le monde doit réussir cet objectif. Parce que très souvent, on le voit dans les grandes entreprises, il n'y a pas vraiment d'objectifs qui sont définis. En tout cas, ils ne sont pas clairs. Et l'hypnose, par ça, elle permet de donner un focus, une attention, une direction. Et puis, on peut utiliser le récit pour avoir une projection qui est durable, c'est-à-dire pour vous dire, voilà, on est une famille, c'est une entreprise familiale, on va continuer ce storytelling, cette histoire familiale, pour continuer à être bien, être sur le marché et à continuer à exister. Puis ça peut même se faire à l'échelle d'un pays. Et ça se fait à l'échelle d'un pays. Il y a des pays qui vous disent « mais nous sommes les meilleurs, nous sommes calmes, nous sommes tendres, nous sommes pacifiques ». Vous savez, chaque pays vous met sous hypnose, en fait, par rapport à sa communication. Très souvent. Et puis, il faut la relation de confiance. Et c'est là où on arrive aussi à l'éthique. Parce qu'il ne faut pas vouloir manipuler. Il faut que ça soit d'un accord et qu'on sache auparavant quel est l'accord que vous voulez donner. Et puis, c'est l'éthique, parce qu'il faut respecter chaque personne. Et si vous allez traiter quelqu'un avec des séances d'hypnose, vous dites non, j'ai pas envie de revenir, n'insistez pas. Je veux dire, c'est interdit même de forcer quelqu'un en disant mais oui, vous devez venir, vous en avez besoin. On le voit dans toutes les situations et tous les métiers. Aussi bien un maçon qui va dire oui, il faut refaire ce mur, là, il y a des fissures. Peut-être pas. Si vous voulez pas le refaire, ne le refaites pas. Il ne faut pas forcer les choses, il faut vraiment que ça soit naturel. Et puis je vais vous montrer aussi l'art de la performance collective, c'est-à-dire qu'on a aussi des... j'ai oublié là, des artistes. Moi je vous montrerai les arts tout à l'heure. Mais voilà. Donc en conclusion, vous avez appris que l'hypnose modifiait certaines parties du cerveau, tous les réseaux. Elles influençaient vos perceptions et elles influencent aussi vos sensations. Et quand vous rentrez en état d'hypnose, vous pouvez perdre 1 degré à peu près de température. Donc vous auriez toujours un petit peu froid. Et vous allez avoir envie peut-être de mettre une couverture, mais ce n'est pas nécessaire parce que votre corps, en tout cas, reviendra à sa température normale. Voilà, c'est un outil donc scientifique, c'est un outil qui est reconnu dans certains pays, et c'est un outil managérial qui commence à se développer, mais sur lequel il faut veiller avec la plus grande des attentions, surtout pour savoir par qui il est fourni ou donné. Voilà, alors pour ceux qui veulent aller plus loin ou ceux qui sont à la fac, avec Éléonora Abreu, on a fait une étude sur l'hypnose.
Pour vous expliquer, c'est une étude un petit peu novatrice. D'ailleurs, on a eu un prix par l'université coréenne qui a voulu publier cet article aussi en nous rendant honneur. Et ça, on les remercie. Il dit que, vous savez, vous avez déjà entendu parler peut-être des biodigitaux. Bio comme vie et digitaux comme digital, en un seul mot. Un biodigital, qu'est-ce que c'est? Un biodigital, pardon, c'est une personne qui semble humaine, mais ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle se représente comme une femme, comme un homme, comme un enfant, quel que soit l'âge, elle est parfaitement représentée. Et elle parle parfaitement bien la langue de votre choix, elle se vêtit comme vous en avez envie, et elle peut vraiment devenir votre meilleure amie. Au Japon, il y a une personne qui a épousé un biodigital, parce que sa mère lui disait « marie-toi, marie-toi, marie-toi ». Ok, elle s'est mariée, un biodigital. Elle a organisé la cérémonie avec les projections vidéo, tout va bien, elle est mariée. Il y a aussi un Japonais, les Japonais sont assez forts là-dedans, qui a épousé une biodigitale, parce que pareil, sa maman lui disait tu devrais te marier, tu vas te marier. Il s'est marié avec une biodigitale, et cette biodigitale, tous les matins, lui dit bonjour, comment vas-tu? As-tu bien dormi? Voudrais-tu un café? Puis la machine automatiquement qui fait un café, bien évidemment. Donc voilà, on arrive dans ce monde-là. Et donc on s'est posé la question avec Léonora de savoir si un biodigital prenait la place d'un hypnologue, d'un hypnothérapeute. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les biodigitaux, nous ne montons pas. Ils vont arriver dans tous les secteurs. Professeurs, presque infirmiers, médecins, pourquoi pas. Il y a déjà des personnes qui consultent en ligne. Eh ben, elles verront très bien un biodigital, médecin, qui leur dit, bon, bah, vous allez faire ça, ça et ça, voilà l'ordonnance. Ça va arriver. Donc on s'est posé la question de savoir, auprès de personnes soumises à l'hypnose, quelle allait être leur réaction. Et en fait, les personnes ont dit qu'elles auraient confiance en ce biodigital. Pourquoi? Parce que c'est digital et l'IA, l'intelligence artificielle, commence à produire des résultats, même s'ils ne sont pas parfaits. Ça commence à faire un semblant de résultat correct. Et puis, on se dit qu'il y avait le problème de décompensation. Il n'y a pas l'honnêteté. Il y a peut-être le suivi technique, parce que vous allez peut-être vous connecter avec votre hypnologue favori tous les jours, mais il n'y a pas de réel suivi. Et il n'y a pas de confiance. Pourquoi? Parce que tout ce qui passe par le digital, un jour ou l'autre, peut être ouvert au public. C'est-à-dire que tout ce que vous allez raconter derrière l'écran ou en tapant, un jour, peut être mis à la disposition du monde entier. Voilà, en dehors de votre propre volonté. Donc il y a le respect, le suivi et la décompensation qui aurait du mal à s'exercer. Voilà. Et puis voilà, et puis j'aimerais qu'on échange, sachant qu'on a plus d'1 kilo de cerveau, tous ensemble. Ça fait beaucoup de cerveau, beaucoup de kilos ici. Il faut en faire quelque chose, on peut se poser des questions. On a 86 milliards de neurones, à peu près. On a peut-être manqué. Et puis, l'hypnose peut changer votre avis, votre façon de voir le monde. Moi, je compare l'hypnose à un Rubik's Cube. Vous savez, le Rubik's Cube, les petits cubes là, que vous changez, il y a toujours plein de faces, en fait. Et là, si je le tiens devant vous, je vais voir une face avec des couleurs. Vous allez voir une autre face. Vous allez voir une autre face, et puis n'oublions pas, il y a aussi la face de dessous, puis la face du dessus qu'on peut voir. D'accord? Donc, c'est ça aussi l'hypnose. L'hypnose, ça vous apprend à voir peut-être pas toutes les faces, mais certaines faces du cerveau. Voilà. Merci. Ça va pour les délais ou... Oui. Avez-vous des questions? La personne. Tu avais besoin d'Internet parce que tu avais un YouTube. Oui, mais pour savoir s'il y avait d'abord des questions peut-être ou... Oui, et après on les passe. Non, c'est pas grave. Oui. Oui. Vous avez une voix assez forte ou... Oui, vous avez besoin de micro. Ah, il y a 2 voix, d'accord. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Avec plaisir, j'adore ça. Je ne suis pas du tout pervers, je suis quelqu'un de bien, etc. Je ne juge pas. Mais je vais vous poser une question Oui. à l'envers. Voilà, je suis préparateur physique et j'interviens avec les sportifs de haut niveau, donc Très bien. les musiciens, pour un petit peu aller vers le focus qui est la performance. Oui. Si je me situe dans une phase plutôt armée, militaire, service secret, etc., que j'ai face à moi un ennemi, si je veux l'amener à savoir ce qu'il a à l'intérieur, Oui. est-ce que je peux déformer sa pensée par l'hypnose et
aller au plus profond de lui-même et carrément inverser sa façon de penser pour devenir en fait mon ami et le faire rentrer dans ma façon de penser. Excellente question, et je pense que vous verrez de nombreux films qui traitent de ce sujet. Alors il y a eu beaucoup d'expériences dans tous les camps militaires de tous les pays du monde qui ont essayé de faire ça. Les Russes sont le plus aboutis en termes de recherche cérébrale et d'influence, mais en fait non. C'est pour ça qu'on a toujours la torture. Voilà. Parce que si vous vraiment vous ne voulez pas, c'est la torture, et uniquement la torture physique avec des douleurs ressenties et des traumatismes énormes qui vont vous faire arriver à changer d'avis pour la survie, pour votre propre survie. Mais ça veut dire qu'une fois que vous serez en sécurité, peut-être que vous rechangerez aussi d'idée. Voilà. Mais pas pour l'instant, non. C'est pas encore abouti. Mais je pense que certaines études sur le cerveau et l'hypnose sont peut-être aussi rémunérées par certains centres de recherche, auxquels je ne veux pas faire partie, mais pour essayer de justement contraindre quelqu'un à penser quelque chose. Non. Par contre, dès l'enfance, avec un enfant, oui, vous pouvez lui dire « tu es très heureux » et le torturer. « Tu es très heureux » et le torturer. Ben, il va finir par dire « je suis très heureux ». Voilà, ça oui. Et ça, c'est du domaine de la psychologie. On sort de l'hypnose aussi, oui. Oui, aussi, voilà, oui. Puis dans les années 70, il y avait beaucoup de méthodes comme cela. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Mais justement, là, on sort de l'hypnose. Parce que... Mais on peut se poser la question... Tout à fait. Mais avec votre remarque, c'est vrai qu'on peut se poser la question, et je vous la pose, parce que je n'ai pas encore la réponse complètement, même si je commence à y penser, mais est-ce que la société peut être sous hypnose ? Est-ce que nous ne sommes pas tous sous hypnose ? Parfois. Les images subliminales ? Oui. Les images subliminales, elles sont analysées par le cerveau de manière différente que sous hypnose, en fait. C'est pas vraiment l'hypnose. Oui. Mais c'est vrai que ça peut induire. Mais l'image subliminale ne jette pas de focus. Rappelez-vous, pour l'hypnose, il faut un focus. Il faut une attention très forte. L'image subliminale, c'est une image et on va la juger, mais sans forcément focaliser son attention, sauf si on veut découvrir le subliminal derrière cette image, oui. Mais vous avez raison. Et est-ce que, par exemple, quand on fait de la sophrologie, quand on fait de la préparation mentale, quand on fait de la méditation, c'est pas une forme d'hypnose ? Oui, tout ça est relié. En sciences et en médecine douce, tout se relie. Et c'est l'hypnose qui a donné aussi, dit-on, naissance à la sophrologie. Et certains disent que c'est la sophrologie qui a donné naissance à l'hypnose. Donc, oula, je laisse les guerres à chacun. Ouais, voilà, oui. Mais la position, le traitement est un petit peu différent. Oui, pendant la séance, disons. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent la sophrologie à l'hypnose et inversement. Je crois qu'il y avait une question au premier rang, je crois. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'hypnose. Si vous avez une voix qui porte, ça va. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose méditative et surtout de ce qui circule sur Internet ? Parce que justement, il y a un peu de tout et parfois on peut basculer aussi sur une pratique un peu sectaire. Donc je voulais avoir votre avis. Oui, alors moi j'essaye de ne jamais avoir d'avis, mais de garder un avis scientifique. Alors c'est vrai que chaque fois que vous avez des mouvements, et on l'a bien vu dans les années 70, il y avait cette réminiscence de être soi, se retrouver, la conscience de soi, qui es-tu ? Il faut que tu te dépasses, tu as la capacité de te dépasser. Et aujourd'hui, avec toutes les agressions externes, physiques ou mentales que l'on subit, parce qu'on vit quand même dans un moment de violence, quoi qu'il en soit, les personnes sont attachées à retrouver une certaine tendresse, une certaine douceur. De plus, il y a les schémas familiaux qui peut-être ne sont pas rassurants, il y a les schémas amicaux aussi qui peut-être ne sont pas aussi performants, dans la mesure où vous allez passer peut-être plus de temps avec votre téléphone qu'avec vos amis dans la... Je ne peux pas dire la vie réelle, parce que le téléphone, c'est la vie réelle aussi, mais au contact de vos amis. Et donc, tout ce qui est méditation, tout ce qui est mise en conscience et douceur, ça ressort. Et c'est un fabuleux marché pour des personnes qui voudraient exploiter des personnes un peu plus faibles. Donc,
Après, il y en a qui sont très honnêtes et qui veulent simplement aider les personnes à se relaxer. Maintenant, il y a des formations en relaxologie que peut faire l'hypnose aussi, c'est parallèle. Donc voilà, moi je trouve qu'il faut toujours faire attention de savoir qui guide derrière, pourquoi on vous guide là, et qu'est-ce qu'on vous fait dire ou qu'est-ce qu'on vous fait voir ou croire. Un petit peu comme les philosophies des religions. Certaines, c'est pour capter vos biens, et puis d'autres, c'est simplement pour partager une pensée, un amour inconditionnel, voilà. Donc, je vous dirais, faites attention, mais comme partout, je crois qu'aujourd'hui, et même avant-hier aussi, avant-hier aussi, on doit essayer de faire attention. Et puis, si vous êtes là, c'est que vous prenez soin, vous prenez des informations, vous informez. Donc, je pense que vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Justement, j'étais un peu de cet avis-là. Après, c'est vrai que j'ai des amis qui sont en Amérique latine et ils m'ont dit que c'est très, très développé sur tout le côté développement personnel. Voilà. C'est ça. Ça croise beaucoup. Après, il faut toujours aller vers la source. Donc, faire vraiment de vraies recherches pour ne pas basculer sur des pratiques. Voilà. Oui, à la limite de la frontière. C'est ça. Mais c'est comme aux États-Unis, hein, le coaching. On le voit ici, le coaching. Et puis, vous avez l'air d'être un bon coach. Vous êtes ici, vous vous renseignez. Mais il y a tout le monde qui va se dire coach aujourd'hui ou demain. Et pousser jusqu'au burn-out quelqu'un aussi. Sans avoir conscience, sans avoir compris, sans avoir pris le temps d'apprendre aussi, de se renseigner, de se former. Donc, comme partout, oui, il y a des professionnels. Il y a des personnes qui se pensent professionnelles, mais qui ne le sont pas. Et il y a des non-professionnels qui ne le sont pas du tout et qui font des ravages aussi. Voilà. Oui. Ah, pardon. À un moment, vous avez parlé de phobie. Vous voulez À un moment, vous avez parlé des phobies, mais est-ce qu'on peut aussi soigner les traumatismes ou des amnésies traumatiques ? Parce qu'on avait quand même souvent entendu parler de l'hypnose de l'époque de Freud, de M. Charcot, où il hypnotisait les patients pour avoir accès à leur souvenir des symptômes et leur faire sortir de l'hystérie, par exemple. Oui, l'hypnose dit qu'elle est capable de le faire. Moi, j'ai une éthique, c'est-à-dire que dans le cabinet où je suis, on est 4 psychologues, une ostéopathe et moi. Et dès que je comprends que le souci est beaucoup plus important que la personne le pensait, on avance doucement, et à partir d'un moment, je lui dis d'aller consulter le domaine médical. Voilà, ça c'est mon éthique. Mais oui, on peut. Par contre, attention, vous allez, mais comme tout psychologue, il y a des psychologues dans la salle, vous faites aussi attention, vous allez discuter avec d'autres professionnels pour vous renseigner, pour savoir si vous allez dans le bon mouvement. Oui. Mais je ne dirais pas que l'hypnose est le moyen fabuleux et unique pour tout résoudre. Et je ne dirais pas ça non plus de la psychologie. Et je ne dirais non pas ça non plus de l'énergie, des vibrations, ou voire des soins à l'électricité qu'on produisait et qu'on produit encore malheureusement aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de... Je crois que l'être humain ne connaît pas encore le cerveau pleinement pour pouvoir, et heureusement finalement, pour pouvoir le diriger et soigner. Mais à l'inverse, ça le protège aussi. Le cerveau est une chose bien faite qui nous protège. Parce qu'il y a quelquefois des traumatismes, il vaut mieux pas les avoir. S'ils sont vraiment enfouis dans l'inconscient, pourquoi pas le laisser là aussi, hein. Et le psychologue est là aussi pour dire non, on va peut-être pas ouvrir cette porte, c'est trop tôt, c'est pas le bon moment. Voilà. Oui. Moi, je voulais comprendre quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que pour les addictions, vous n'y touchiez pas. Et si on comprend que, par exemple, toute addiction, c'est le chemin de la récompense par le cerveau, oui. Est-ce que justement, dans ces changements de perception neuronale et de chemin neuronal, est-ce qu'on ne peut pas, justement, avec une prise en charge médicale, bien sûr, aider la personne, justement, même dans l'alcoolisme, à changer sa perception de la récompense pour éviter la rechute, pour éviter le moment de craquage? Oui. Pourquoi vous avez dit que vous évitiez, justement, de donner ce petit coup de pouce? Alors, pardon, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai dit que les addictions, oui, je les fais. La cigarette, je le fais. Mais personnellement, je ne touche pas à l'alcool. Voilà, mais les addictions, oui. Parce que vous pouvez être... L'addiction, il faut le savoir, hein, médicalement, c'est un gène qui s'active. Et il peut s'activer avec le jeu, on peut être addict à quoi voilà, le sexe, la drogue, d'autres choses. Donc, je vais prendre l'alcool et puis la drogue, justement, que je ne touche pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dégâts physiques qui sont produits, donc que je considère comme médicaux. Et ces dégâts physiques
je m'interdis de rationner quelconque patient en lui disant demain tu vas plus boire. Oui, peut-être qu'il boira plus, mais quels vont être les effets sur son corps? Vous voyez, c'est hyper douloureux. Voilà, c'est pour ça. Donc accompagner, oui. Oui. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Mais vous avez des hypnologues qui vont vous dire moi je fais l'alcool, je fais la drogue. Voilà, chacun son rôle. Mais tout à fait accompagner, guider, détecter aussi déjà, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas le reconnaître. Donc ça peut servir à détecter cette prise de stupéfiants ou autre. Et oui, voilà. Mais non, la cigarette, oui. Vous savez que on le croit, on le dit, mais apparemment la cigarette, on peut s'en détacher très très vite. Voilà. Voilà. Donc, ça peut. Et l'alcool, je ne sais pas si vous le faites. Alors, je ne fais pas l'alcool, je demande Voilà. une prise en charge comme toute addiction médicale. Et après, je les aide qu'en coup de pouce, justement, sur les émotions, sur le craquage, sur les choses comme ça. Mais on peut pas. Voilà. Chacun a sa place dans son domaine. Il faut On partage le même avis. C'est ça. Et puis, il faut que la séance soit bonne pour vous. Enfin, pour la personne qui vient vous consulter. Absolument. L'hypnose, ça doit être fait pour le jeu, pour découvrir, pour faire passer un bon moment et aussi pour être d'accord avec soi-même et en phase avec soi-même. Oui, il y a une question tout au fond. La personne est arrivée, Léonora ou... On va terminer là aussi parce qu'après il y a l'autre présentation et je ne voudrais pas être en retard. Voilà, le micro arrive. Qu'en est-il quand il y a des addictions au sucre, pour les personnes qui sont en difficulté avec un comportement alimentaire un peu compliqué? Est-ce que ça fonctionne? Quels sont les mécanismes? Est-ce que les personnes, si elles y arrivent avec l'hypnose, est-ce qu'elles retombent en cas de situation compliquée, vu qu'il y a aussi un circuit de récompense dans ce cas-là? Oui. L'addiction au sucre, boulimie, problème alimentaire, de consommation alimentaire, pas de problème, ça se fait. Il y a même des opérations, des fausses, si vous voulez, des opérations hypnotiques qu'on pratique sous hypnose pour ouvrir et réduction de l'estomac. Ça se fait très bien aussi sous hypnose, ça marche très bien. Oui. Voilà. Et il n'y a pas de risque après. C'est pas comme une addiction. Enfin, le sucre est une addiction, on est d'accord. Le sucre, c'est la plus grande des drogues, se dit-il. Hein. Légalisée, dit-on. Mais oui, on peut, bien sûr. Avec peut-être plusieurs séances, parce qu'une séance, ça me semble un petit peu compliqué. Mais voilà, oui. Et puis, on va s'arrêter là, parce que je crois que la prochaine conférencière arrive. Elle va venir nous rejoindre, je ne sais pas où elle est. Oui, elle est là. Ah, pardon. Venez nous rejoindre, comme Elle ça est je juste prends les derrière. dernières questions. Pardon. Éléonora, si tu veux bien, il y avait une dernière question. Ouais. Comme ça, je ferme l'ordinateur en même temps. Il y a une question encore là. Ouais. Oui. Alors, je ne sais pas exactement si c'est de l'hypnose, mais lorsqu'on dort, on a quand même l'inconscient qui est beaucoup plus réceptif. Est-ce que c'est bien d'écouter des vidéos YouTube d'hypnose ou écouter par exemple des leçons, apprendre des choses pendant qu'on dort, ou au contraire, est-ce qu'on doit se reposer et laisser l'apprentissage pour la journée? Alors, ces études, elles ont été très, très poussées dans les années 50, 60, 70, où on mettait des cassettes de langue étrangère et qu'on écoutait pour essayer d'apprendre plus vite une langue. Mais en fait, si ça avait fonctionné, tous les Français, tous les monégasques seraient trilingues, quadrilingues. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, beaucoup vont vous dire aussi, laisse ton cerveau se reposer, c'est vrai, mais juste avant de dormir, étudier son cours ou apprendre quelque chose et se poser dessus légèrement par hypnose et après s'endormir, ça peut fonctionner. Oui. Parce que vous êtes dans un moment vous devez vous relaxer complètement, sans être stressé, et en lisant ce que vous devez apprendre, mémoriser, avec une attention hyper focalisée, mais peut-être plus court, hein, pas des pages et des livres. Et ensuite, comme ça, le cerveau va se mémoriser cette attention focalisée et vous la renvoyer, mais de manière inconsciente. Ou consciente peut-être, qui sait. Voilà.
Super, Mais merci. malheureusement, tout ce que vous voyez sur YouTube, c'est bien parce que ça vous permet de vous endormir. Mais il faut vraiment que dès que vous sentez que vous endormiez, coupez. Et pas le garder, parce que sinon votre cerveau enregistre qu'il y a des voix à l'extérieur. Et puis en pleine nuit, à 3-4 heures du matin, vous allez vous réveiller avec un autre son. Il va falloir vous réveiller pour arrêter votre téléphone, par exemple. Donc évitez ça. Dès que vous sentez, un petit peu comme quand vous regardez la télévision, dès que vous sentez que vous endormez, un jour ou deux, vous pouvez vous endormir devant la télévision, mais vous endormez tous les jours devant la télévision, ça devient une dépendance, en fait, que vous ne connaissez pas, mais c'est une dépendance. Ouais. Et un jour, si vous n'avez plus de télévision, vous ne pourrez plus vous endormir. Ce sera gênant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et merci aussi au corps médical qui est là. Alors, je sais qu'il travaille, donc merci. Merci à vous.